Bienvenue dans le Moment MMA, émission du vendredi 1er août 2025. Et je commence tout de suite avec Tatsuro Taira, qui sera notre main event ce week-end face à Young Sung Park. À la base, je le rappelle, Taira devait affronter Albazi. Malheureusement, ce dernier n'a pas été autorisé à combattre par la commission athlétique. Premièrement, Taira a assuré que l'essentiel c'était de combattre ce week-end et de ne pas avoir fait un camp d'entraînement dans le vide, un camp d'entraînement pour rien. On se souvient que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était une défaite à la décision partagée au terme de 5 rounds face à Brandon Royval. C'était d'ailleurs sa première défaite en carrière professionnelle. Il assure que suite à ça, il a beaucoup travaillé le striking et le cardio, même s'il reconnaît que ce ne sont pas les seules choses qui ont péché dans ce combat-là. Et puis il assure aussi que c'est un combat qui lui a fait prendre énormément d'expérience concernant son nouvel adversaire. Il estime qu'ils ont une expérience en termes de combattants MMA qui est similaire. 17 combats pour Taira, 10 combats pour son adversaire. Il y a une petite différence, c'est vrai. C'est pas énorme non plus. Par contre, là où il va avoir l'avantage, c'est que lui, il a l'expérience au sein de l'UFC. Et puis il le dit aussi, je suis d'accord avec lui d'ailleurs là-dessus, son adversaire n'a jamais affronté quelqu'un de son calibre à lui. C'est vrai que la marche peut-être sera un peu haute pour Park, on ne peut pas savoir, bien sûr, et il estime que cette différence de niveau, cette différence face à l'adversité, elle va se faire sentir dès le premier round. On lui a aussi fait remarquer que c'était son troisième main event à Taira, mais troisième main event à l'Apex. Est-ce qu'il n'a pas envie d'être au moins sur une carte de pay-per-view? Ça peut donner envie, combattre avec plus de public, etc. Oui, en effet, il aimerait être de la partie pour une grosse carte. Maintenant, il le dit aussi, refuser un pay-per-view, c'est compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de combattants, je crois que c'est le cas pour tous. Quand tu es pay-per-view, tu gagnes vraiment beaucoup, beaucoup plus d'argent que quand tu es sur une carte principale, même de pay-per-view. Et puis, il estime que suite à ce combat-là, il lui faudrait encore une victoire pour accéder à la ceinture, même si c'est une catégorie, bien sûr, dans laquelle tout est possible. Son adversaire, Young Sung Park, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui hier, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous parle de ses premiers combats, il y a des images d'archives, etc., etc. Lui aussi, forcément, pour lui, c'est un short notice. Il devait combattre la semaine prochaine contre Steve Herseg. Donc il le dit, j'ai pas eu le temps d'étudier mon adversaire, je n'ai pas le temps de préparer une grosse stratégie. C'est pas grave, je vais me concentrer sur mes qualités et je vais livrer mon combat, je vais combattre de la façon dont je combats d'habitude. Il est plutôt bon au sol, il a pas mal de soumissions. J'en ai parlé dans l'émission d'hier. On lui a donc demandé quelle ceinture il était en JJB, parce que c'était un peu opaque. Il répond qu'il est ceinture bleue, mais parce que lui, en réalité, il ne s'entraîne jamais avec un gi, il s'entraîne toujours en grappling, et donc il ne passe pas ses grades comme les autres. Mais d'après lui, tout ça, c'est pas très important. Et puis de toute façon, même s'il n'est qu'une ceinture bleue, il s'entraîne quotidiennement avec des ceintures noires. Et puis il pense aussi que son striking est meilleur que celui de Taira. Par contre, Taira a l'avantage de la longe, donc il va falloir travailler pour casser la distance. Mais ça ne l'inquiète pas plus que ça, et il vise une finition au deuxième ou au troisième round. Je rappelle qu'en 10 combats, c'est 10 victoires et 9 soumissions ou KO. Une seule fois, il est allé à la décision, c'était lors de son premier combat professionnel. On reviendra à cet événement un peu plus tard, mais la grosse nouvelle du jour, c'est Benoît Saint-Denis. On savait qu'il allait faire partie de l'UFC Paris au mois de septembre. On ne connaissait pas encore le nom de son adversaire. Il y avait des rumeurs. La rumeur insistante, c'était Mauricio Ruffi. Et en effet, Benoît Saint-Denis fera face aux Brésiliens de la Fighting Nerds lors de l'événement. Alors je sais que là, beaucoup de personnes me disent c'est cuit pour Benoît Saint-Denis, il va se faire mettre KO. Alors ça va être compliqué pour Benoît Saint-Denis. Le problème c'est ses mains basses, son menton haut, son style un peu bourrin. Mauricio Ruffi, on a vu qu'il était assez précis, qu'il pouvait être aussi assez intelligent dans l'octogone. Donc bien sûr tout ça moi aussi me fait dire que pour le français ça va être compliqué. Maintenant, si on veut relativiser, si on veut prendre un peu de hauteur, au final, Ruffy, le plus gros nom qu'il a battu à l'UFC, c'est Bobby Green. Je ne veux rien enlever à Bobby Green, mais on est d'accord qu'on ne parle pas d'un champion, on ne parle pas d'un ex-champion ni d'un futur champion, on parle plutôt d'un mec qui est sur la fin, un mec qui a déjà pris des KO. Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Benoît Saint-Denis,
il frappe fort, il peut aussi amener un peu de folie à ce combat-là et réussir à connecter. C'est totalement possible. Il peut aussi, en amenant de la folie, se faire contrer et prendre un KO. Je suis d'accord avec vous. Il peut aussi pourrir le combat, venir coller Ruffy à la cage, le mettre au sol, l'autre se relève, le recoller au sol, etc. C'est quelque chose qui est possible. Donc oui, le combat va être compliqué. Oui, Mauricio Ruffy, ça a l'air d'être très solide, c'est très prometteur. Maintenant, je pense qu'il faut parfois un peu dézoomer et essayer aussi de trouver des arguments pour Benoît Saint-Denis, qui s'entraîne maintenant avec Nicolas Hoth. On sait que la stratégie Hoth, c'est son truc. Est-ce que Benoît Saint-Denis sera capable de suivre la stratégie quand tout le monde va scander son nom dans la salle, quand tout le monde va l'encourager? Ça, j'ai pas la réponse, malheureusement. Mais ça va être un combat intéressant. Et puis, c'est aussi Brésil-France comme le main event. Team Nicolas Hoth contre Team Fighting Nerds. Alors, encore faut-il que Caio Borraio ne combatte pas au mois d'août. Hein, on en a parlé cette semaine. On va pas refaire l'histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et puisqu'on est en France, je vous lis le message de user EI9 qui me dit certes, c'est la troisième chance au titre pour Cyril Gane, mais c'est surtout des chances au titre contre Francis Ngannou, John Jones et maintenant Thomas Spinal. Franchement, c'est de sacrés bourbiers à chaque fois. C'est pas du tout des cadeaux pour devenir champion. On a vu des combattants devenir champions contre des adversités beaucoup moins fortes que ça. Force à Cyril et à sa team. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, le niveau des poids lourds à l'UFC c'est pourri, franchement c'est pas intéressant. Vous savez que c'est pas mon avis. Je trouve que dans le top 10, comparé à il y a quelques années, il y a quand même de belles oppositions à faire. T'as des combattants grands, bons strikers genre Volkov, t'as des lutteurs comme Curtis Blades, t'as Almeida qui arrive avec un très bon JJB, Derrick Lewis qui frappe comme une brute et que l'UFC apprécie, qui est toujours à un coup de terminer le combat. Voilà, il y a du monde. Mais il faut aussi le dire, le top de la catégorie, les champions depuis des années, c'est vraiment des mecs très très forts. On est passé de Miocic à Cormier, de nouveau Miocic, Francis Ngannou, John Jones. Donc c'est vrai que devenir champion contre ces gars-là, ça veut dire quelque chose. Je vois vraiment ce que tu veux dire. Et puis Xavidov, hein, qui me disait, un avantage pour Gann, c'est que dans la catégorie des lourds, personne ne combat comme lui. Et donc c'est difficile de faire une simulation à l'entraînement. Et tu ajoutes, à juste titre, malheureusement, je peux dire pareil pour Tom. Je suis d'accord avec toi, les deux ont des déplacements assez similaires. Debout, il y a souvent des similitudes qui ont été faites dans les grandes lignes, bien sûr, on rentre pas dans le détail. C'est vrai que c'est pas facile de trouver des sparring partners pour mimer ça, surtout des sparring partners lourds. Par contre, Thomas Spinal, faut avouer, il est quand même entouré d'une sacrée équipe de poids lourds. Il fait parfois du sparring avec Rico Verhoeven, on sait qu'ils sont très proches. Il est quand même très bien entouré, Thomas Spinal. Cyril Gane, il a souvent été critiqué pour ses sparring justement qui n'étaient pas au niveau, c'est quelque chose qui revient souvent. Maintenant, j'espère bien sûr que tout se passera bien pour lui. Parlons un peu de Rainer Derrider. Ça y est, hein, c'est l'homme que tout le monde veut dans les médias. Il est partout depuis sa victoire face à Robert Whittaker. Il est chez ESPN, il est à droite, il est à gauche. Et chez ESPN, il a déclaré que dans l'idée d'affronter un jour Shimaev ou DDP, il serait plus simple de se préparer pour Shimaev plutôt que pour le Sud-Africain. Et il ajoute, ça ne veut pas dire que Shimaev est un combat plus facile, ça veut juste dire que pour me préparer à lui, je sais que c'est un lutteur, donc je peux faire venir des Dagestanais et des Tchétchènes pour me préparer. Il a aussi un striking qui est plutôt propre techniquement, alors que Dricus du Plessis fait des choses que tu ne vois pas ailleurs. Se préparer pour Dricus du Plessis est vraiment très compliqué, et je suis plutôt d'accord avec lui, et une des forces de Shimaev, on peut le dire, c'est que tu sais ce qu'il va faire, mais malheureusement tu n'arrives pas à l'arrêter, tu n'arrives pas à stopper les takedowns, une fois au sol tu n'arrives pas à te relever, et en général tu te fais étrangler. Assez compliqué c'est vrai, et je vois parfaitement ce qu'il veut dire, et comme on est chez les poids moyens, dernier message du jour, celui de Fabre qui me dit « Caio Borraio ne fera pas le poids pour Paris », on parie que ça va finir en catchweight où le gars aura 10 kilos de plus que Nassourdine Imavov qui déjà cut très peu. C'est un risque et j'ai peur que si Borraio ne fasse pas le poids à Paris, l'UFC autorise quand même le combat. Alors comme ça, Imavov pourra prendre de l'argent. Je pense que Imavov acceptera déjà. Il prendra une partie de sa bourse, c'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire et je pense en effet que si Imavov n'arrivait pas à faire le poids au dernier moment pour Paris, ce serait pas un scandale du côté de l'UFC en tout cas. Puisqu'on parle de l'UFC, Bruce Buffer veut continuer encore au moins 8 ans. Pourquoi 8 ans? Tout simplement pour être le speaker lors de l'UFC 400, la voix de l'UFC, qui pourrait encore être avec nous pendant 8 longues années. On ne va pas bouder notre plaisir. On sort un peu de la Big League pour un petit moment et on va parler de Luke Rockhold.
ancien champion des poids moyens qui est passé au bare knuckle, et justement il parle du bare knuckle. Combat contre Mike Perry, il perd ce combat-là, il se fait casser les dents. Et il dit quelque chose qui m'a fait sourire, c'est très frustrant pour lui de s'être fait casser les dents dans un combat de bare knuckle boxing. C'est-à-dire que toute sa vie, il s'est entraîné à mettre des coups de pied, faire des takedowns, amener les gens au sol, etc. Et puis finalement, un jour, il accepte un combat seulement avec les poings, et c'est là où il se fait casser les dents. Donc l'idée derrière ça, c'est de dire, je me suis entraîné pour que ça n'arrive jamais, et finalement je vais me mettre dans une situation où je ne peux pas utiliser toutes mes armes, et résultat je me fais casser les dents. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, personne ne l'a forcé à combattre là-bas, et puis il ajoute qu'il aimerait une revanche contre Mike Perry, mais cette fois-ci en bare knuckle, donc sans gants, mais dans les règles du kickboxing, parce que ce serait beaucoup plus simple pour lui de gérer la distance. Écoutez, Luke Rockhold, pour l'instant, il est censé affronter Darren Till dans un combat de boxe anglaise. J'en ai pas beaucoup parlé, mais Luke Rockhold, ce qui fait peur, c'est le cardio et surtout le menton des anciens de l'UFC maintenant, Cheick Kongo et Hector Lombard, qui vont s'affronter ce week-end, je crois même que c'est cette nuit aux États-Unis, dans un combat de les batailles de polochon. Aux États-Unis, c'est un truc qui buzz à fond. On voit ça sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Ça s'appelle le PFC. Et ils vont combattre, ça va passer même sur ESPN 8. Ça va être un combat entre Cheick Kongo et Hector Lombard. Un combat de polochon. Ça va être assez marrant de voir ça. Un autre ancien de l'UFC, Stipe Miocic, ancien champion des poids lourds, j'en parlais tout à l'heure, ça tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, on le voit prendre des photos avec l'équipe de football américain de Cleveland, sa ville, qui s'appelle les Browns, si je dis pas de bêtises. Et on voit, oui, Stipe Miocic est devenu photographe et il s'est fait engager par cette équipe. Tout ça est une blague, c'est sur le ton de l'humour. Il a toujours énormément soutenu Cleveland. Si je dis pas de bêtises, quand il était champion, Cleveland était champion en NFL, et tu avais aussi Cleveland qui était champion en NBA. Le baseball, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais ils avaient fait une année de dingue, la ville de Cleveland, et lui a toujours dit qu'il supportait à fond l'équipe de foot américain, etc. Et là, je sais pas pourquoi, il y a une vidéo qui tourne de lui à l'entraînement avec les gars, et il est en train de les prendre en photo. Bien sûr, ça a été ajouté par la suite, tout ça est plutôt une blague, il vient quand il veut, il est le bienvenu. Voilà, il n'a pas été... c'est pas le photographe de premier choix de l'équipe, en tout cas pour le moment. Josh Barnett, vétéran parmi les vétérans, nous donne son avis sur l'état actuel de l'UFC et du MMA, mais il parlait surtout de l'UFC. D'après lui, les choses sont devenues un peu trop ternes. À son époque, il y avait moins d'événements, donc les événements se faisaient désirer, et quand tombait le soir, le jour J, le soir des combats, il n'y avait que des superstars, il n'y avait que des gros noms. Alors qu'aujourd'hui, tu as beaucoup trop d'événements, et tu as beaucoup trop de mecs, lui il appelle ça des random fighters, c'est-à-dire des mecs que personne ne connaît, des gars qui sortent de nulle part. Moi, bon, je comprends ce qu'il veut dire, bien sûr. Maintenant, l'UFC, c'est devenu une ligue majeure. Elle a des contrats télé, elle doit fournir des shows toutes les semaines, donc forcément, tu peux pas faire toutes les semaines des shows que avec des superstars. Et il explique que du coup, le mythe en a pris un coup, l'esthétique en a pris un coup, que ça fait moins rêver qu'avant. C'est quelque chose qu'on entend de temps en temps à droite à gauche, hein. Les gens qui suivent le MMA depuis le début te disent, ouais, avant, on attendait l'événement, on avait hâte, c'était des super shows à chaque fois. Maintenant, tu as des cartes parfois pour faire des cartes. Il y a des gens, c'est ce qu'ils pensent de l'UFC du week-end. Une carte pour faire une carte, pas de superstar dessus. Je peux pas forcément leur donner tort. Maintenant, voilà, le sport a évolué et forcément, il n'y a pas que des bons côtés, en tout cas pour certaines personnes. On continue chez les retraités. Dustin Poirier, son prochain objectif, c'est de revenir à la table des analystes pour ESPN. C'est quelque chose qu'il a déjà fait, il y a pris du plaisir et il espère que ça fera partie de sa retraite et que ce soit quelque chose dans lequel il pourrait vraiment s'investir. Retour avec les combattants actifs maintenant, Dan Hooker. Il est dans les bonnes conversations, lui, chez les poids légers, hein. Il est dans le top 5, top 6 peut-être, si je dis pas de bêtises. Son nom est souvent cité pour affronter Tsarukyan, Pimblet, etc., etc. Lui, ce qu'il pense, c'est que le combat qu'on va avoir au top de la catégorie pour la ceinture, c'est Ilia Topuria contre Paddy Pimblet. Parce que Topuria, tout simplement, il va toucher de l'argent grâce au pay-per-view. Et aujourd'hui, dans le top de la catégorie, le mec qui vendrait le plus, ce serait Paddy Pimblet. Et en plus, ce serait le combat le moins compliqué. Donc, il ferait d'une pierre deux coups. Combat facile, entre guillemets, bien sûr. Et en plus, gros paquet d'argent, ou en tout cas le plus d'argent possible à l'heure actuelle dans la catégorie. Vous vous souvenez de Michail Oleksiejczuk, excusez-moi pour le nom, combattant polonais, et bien là c'est son frère qu'on voit à l'écran, Cezary Oleksiejczuk. Lui fait partie de la Fighting Nerds,
et il pourrait faire ses grands débuts à l'UFC si tout se passe bien pour lui lors des Dana White Contender Series, puisqu'il est actuellement sur un palmarès de 15 victoires pour 3 défaites. Et puis le 2 septembre 2025, le 2 septembre de cette année, il sera candidat au Dana White Contender Series. Comme ce week-end on a un UFC, je vous affiche la carte à l'écran. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a la française Nora Cornol qui combat. On a aussi le vétéran Neil Magny. Et puis forcément, main event, Tatsuro Taira contre Park Young-sung. Comme ça, vous voyez les combats à l'écran. Si vous voulez en savoir plus, hein, comme d'habitude, notre ami de chez UFC Analyse et Pronostic décortique toujours très bien tout ça pour vous. Et la dernière nouvelle du jour, c'est Tony Yoka. J'ai écouté une de ses interviews hier sur RMC. Il expliquait que là, il a 33 ans. Les 5 prochaines années, il va être à son pic. C'est le moment d'y aller. C'est pas la première fois dans sa carrière qu'on explique qu'il est fini, qu'il n'ira nulle part, mais lui, il croit encore à la ceinture. Et il y a une rumeur insistante, c'est que Anthony Joshua cherche à se relancer et lui aurait le profil parfait pour affronter l'anglais. Donc un Yoka contre Joshua en Angleterre. Il le dit, c'est pas fait, mais il y a un petit espoir et si on me le propose, je vais foncer, ma carrière n'est pas terminée. On a souvent douté de moi, même quand j'étais amateur, mais je vais vous montrer que vous vous trompez. Je ne sais pas ce que vous pensez de Tony Yoka, l'interview était plutôt intéressante, donc je vous en fais part. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier, à me suivre sur tous les réseaux gratuitement, y compris sur Patreon, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous tous très bien, salut.